urgentes qui n'attendent pas une seconde pour être posées, ou est-ce que sinon je vous propose de plutôt d'écouter Catherine Lys et de poser la question ensuite aux deux quand on a des possibilités. Y a-t-il des questions urgentes? Donc, je vais essayer de réduire au fur et à mesure ma présentation pour rester dans un timing tolérable pour l'heure de déjeuner. Donc, si j'hésite un peu, c'est que je suis en train de couper à la volée dans mon exposé. Je me présente parce que je me suis pas présentée tout à l'heure, donc je suis Lascopsi. Je suis maître de conférence en sciences de l'information. Ben voilà une nouvelle discipline qui vient compliquer les choses au Conservatoire national des arts et métiers. Et je suis rattachée au laboratoire d'ICER-UDF qui se consacre au dispositif à l'ère numérique. On verra, je vous présenterai tout à l'heure un peu ses orientations. Je viens vous parler d'un projet qui risque de changer de nom, puisque Passerelle de mémoire, qui était le nom qu'on avait conçu au départ pour ce projet et sous lequel il a été déclaré, en fait, est déjà un nom qui est déposé par un projet d'ailleurs très intéressant, intergénérationnel, dont le concepteur et le promoteur, le producteur, le réalisateur est dans la salle. Donc là, vous main, hop, voilà. Passerelle de mémoire, c'est un très beau projet de mémoire avec les personnes âgées. Donc on va probablement, au moment où on ouvrira la plateforme, changer de nom, peut-être passe-mémoire, quelque chose comme ça. Tout le monde tourne autour du concept de passé, de passage, de passeur, bref. Et donc du coup, les noms se ressemblent beaucoup. Donc, ce projet passerelle que je vais vous présenter est né d'un constat d'une demande sociale croissante de mémoire. Et là, vraiment, je suis dans la continuité des discours des historiens. Mais j'avais fait une très longue page, avec beaucoup de citations que je ne vais donc pas vous faire, parce que ce serait trop long, des remarques justement, des termes assez durs qu'ont les historiens à l'égard des mémoires. Je vous cite quand même la notion de frénésie de commémoration, l'affolement commémoratif, la poussée mémorielle comme une poussée de fièvre, l'obsession, bref. Il y a tout un vocabulaire chez les historiens pathologie autour de la mémoire, qu'il faut entendre, qu'il faut écouter, j'ai plutôt au départ une sensibilité anthropologique. C'est en sciences de l'information, c'est toujours très compliqué les histoires de méthodes. J'ai plutôt travaillé les méthodes d'anthropologie, et pour un anthropologue, la mémoire c'est un objet fondamental, ça nous appartient aussi. Et on est au contraire passionné par l'étude de tout ce qui est la manifestation des mémoires et de l'attachement d'un individu ou d'un groupe d'individus au passé. Donc c'est plutôt dans cette posture-là que je me situe. Donc pour moi, les mémoires, je rejoindrai Rosine, elles ne mentent pas ou elles mentent, peu importe. L'important c'est qu'il y en ait. Et l'important c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, on ait ce goût pour les mémoires et pour ces collectes de mémoire, puisque l'objet dont je vais vous parler sont les collectes de mémoire. Ça dit quelque chose de ce que nous sommes aujourd'hui, ça dit quelque chose de ce que nous sommes par rapport à notre passé et de ce que nous en pensons, de ce que nous voulons en faire, et ça dit aussi quelque chose de notre perception du temps qui passe aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, le projet Passerelle est un projet qui consiste à réaliser une plateforme numérique de formation, de e-formation, de formation en ligne, et de mise en relation des porteurs de projets de collecte de mémoire à vocation patrimoniale, historique, ethnographique, culturelle, sociologique, artistique. Peu importe, je dirais, plus exactement, tout importe dans le sujet et l'objectif, mais nous englobons et nous nous intéressons à tous ces objectifs, pour peu qu'elles soient menées par des associations, et dans le cadre de ce projet, un peu plus particulièrement les associations d'Île-de-France, mais ça n'est pas exclusif. Et ensuite, dans un deuxième temps, de mettre en place des ateliers de facilitation méthodologique et technique et de formation en présentiel pour les porteurs de projets. Rapidement, c'est la première fois que nous le présentons vraiment publiquement, c'est un projet qui bénéficie d'un dispositif de financement de la région de France, qui est le dispositif SUSE, qui est le soutien à la diffusion des usages, services et contenus pédagogiques et patrimoniaux. Donc vous voyez qu'on est tout à fait dans la cible de ce projet. Avec comme partenaire Ventilo Édition, qui est une association du groupe Les Jardins Numériques, qui assure le portage du projet face à la région, mais également
les aspects techniques, la production, Maria Chiara, ici présente, fait partie de l'équipe et assure généralement les prises de vue, le montage également, ils prennent en charge également le développement, et accessoirement, ce sont eux qui ont fait à manger à midi. Vous voyez que c'est une association absolument un trésor. Participent également à ce projet nos amis d'Italia Rete, puisqu'on avions déjà eu un projet médiateur de la mémoire il y a 2 ans, que présente ici Patricia, qui nous fait bénéficier de leur expérience dans le portage de projet, puisqu'ils sont porteurs de projets de mémoire, de collecte de mémoire sur la résistance italienne, sur les Resistanti, et également de leur réseau international, puisque c'est extrêmement important de pouvoir bénéficier de ces regards étrangers, de ces regards qui justement diffèrent un peu et qui nous permettent de mieux comprendre ce sur quoi nous travaillons. Et puis bien le 3e partenaire, le DISAN IDF, donc le laboratoire du CNAM, qui a pour vocation de travailler sur le document à l'ère numérique, mais qui s'intéresse tout particulièrement dans un de ses axes au travail des scientifiques avec les amateurs et aux travaux de collaboration participative, je dirais, de type pro-âme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un professionnel, qu'est-ce que c'est un amateur? Ce sera peut-être l'objet d'une autre journée, mais en tout cas il y a un sujet important. Mais tous ces travaux dans lesquels sont confrontés ces 2 logiques, on a vu là à l'instant que c'était très important dans notre sujet, nous intéressent parce qu'avec les outils numériques, les dispositifs, on voit aujourd'hui de plus en plus de collaboration entre ces 2 types de partenaires, et donc il va falloir trouver les moyens et les méthodes pour bien travailler ensemble autour de ces dispositifs. Alors, les réalisations de ce projet sont les suivantes, autour de 3 concepts, 3 problématiques importantes. La première, annoncer. Ce premier objectif est né d'un constat lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux collègues de mémoire, c'est-à-dire il y a quand même déjà 5 ou 6 ans. Il est très difficile de repérer des projets de collecte, surtout lorsqu'ils n'émanent pas de grandes institutions, de grands centres d'archives, de grands musées, de grands laboratoires. Lorsqu'ils sont menés par de petites associations, ou par des particuliers, ou par des collectifs informels, parce que ça existe également, il est extrêmement difficile de pouvoir quantifier justement cet intérêt pour la mémoire, puisqu'on dit qu'il y a obsession mémorielle aujourd'hui, prouvons-le, le prouver est extrêmement compliqué. Tous les praticiens et les historiens le disent, mais comment le prouver, comment se compter, ça c'est vraiment difficile. J'ai essayé avec plusieurs méthodes, par les articles de presse qui relayaient des expériences, par les compter sur Internet, les sites web, et il y a bien sûr des répertoires qui ont été faits, notamment je pense à celui de Jean-Barthélemy Debost qui n'a pas été mis à jour récemment, mais qui est actuellement visible sur le site web de la Cité de la Mémoire et de l'immigration. Mais aucun répertoire ne peut être exhaustif, et chaque répertoire a son approche et a sa propre logique, évidemment, d'approche. Donc l'idée était de créer un lieu aussi, un endroit sur le web où on incite les porteurs de projets à annoncer des projets. Parce qu'il y a des projets qu'on a envie de dire, de déclarer avant de les mener, pour pouvoir trouver des partenaires. Un historien, dès le début du projet, il faut travailler avec un historien, nous a-t-on dit, c'est certainement une excellente idée. Des partenaires techniques, des personnes qui peuvent filmer, des témoins, pourquoi pas, d'autres partenaires, bref. Ça peut être un endroit où se déclarer, et puis aussi un endroit où déclarer un projet fini, faire un lien vers le lieu de valorisation, ce qui permettait d'avoir progressivement une vision des différents, parce que c'est extrêmement divers, des différentes approches et des différentes questions qui sont posées dans ces collectes de mémoire, parce que je pense qu'il y a des questionnements. Ils ne sont peut-être pas historiens, mais il y a des questionnements. On ne collecte pas des mémoires comme ça. On a toujours une question à l'origine. Il y a toujours une intention. Donc, c'était une première idée. Et puis, la deuxième idée, qu'on va plus développer ici, c'est se former. Lorsque j'ai rencontré les premiers porteurs de projets, j'ai assisté à des projets très en amont, au moment où des associations à Évreux se réunissaient pour dire on va faire la mémoire d'un quartier difficile, un quartier d'immigration. Et tous les acteurs se demandaient mais comment on commence, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait une pièce de théâtre, est-ce qu'on fait un film, est-ce qu'on fait un documentaire, est-ce qu'on s'enregistre, est-ce qu'on fait un wiki. Et des demandeurs de méthodes, d'explications, d'un accompagnement qu'à l'époque je n'étais pas capable de leur donner sur la façon de monter les projets. Donc c'est beaucoup en pensant à eux que j'ai commencé à concevoir ce projet.
avec l'idée de créer donc des ressources pédagogiques, qui seront donc des ressources pédagogiques en ligne de type filmé, mais pas uniquement, qui pourront être élaborées, contribuer à élaborer des méthodes de collecte de mémoire. Alors, je suis très prudente avec tous ces verbes, puisque moi au départ je ne sais rien, et c'est une posture que je revendique. Je préfère faire venir et monter les savoirs et les connaissances de ceux qui ont la pratique ou qui ont étudié scientifiquement ces questions-là, et de les laisser mettre en place ces choses-là. Donc on va en reparler dans le cadre du projet. Il s'agit donc de travailler avec des praticiens, de travailler avec des gens qui font des collectes de mémoire et qui ont des approches diverses, des historiens, des archivistes, des personnes qui font des récits de vie, de sociologues, d'anthropologues, et de voir et de confronter les méthodes, de voir comment chacun apporte des techniques et peut faire des recommandations. Et ensuite, chacun y trouvera son miel, je dirais. Chacun va venir y butiner ce qu'il a besoin de développer pour son propre projet, parce qu'il n'y a pas deux projets pareils. Je précise que ces ressources pédagogiques qui sont en cours de construction, et ça c'est très important dans la logique du projet, seront disponibles en ligne en Creative Commons, y compris utilisation commerciale, mais non modifiable, pour respecter évidemment que ce ne soit pas remonté dans une autre intention, puisqu'il y a quand même un discours qui appartient aux auteurs. L'idée étant que ces ressources puissent être utilisées ensuite par toute personne qui en a besoin. Les enseignants, les associations qui veulent créer des formations, qu'elles ne soient pas limitées dans leur utilisation, et que si une association veut créer une formation payante, après tout qu'elle soit libre d'utiliser des extraits de ces ressources, si elle y trouve un intérêt. D'ailleurs, les enseignants ont commencé déjà à réexploiter ce qu'ils ont commencé à produire dans leurs propres cours, dans des projets personnels. Et puis dans un deuxième temps, mon rêve secret, c'est de créer des ateliers, des lieux de support, de ressources pour les associations et les particuliers, qui leur permettraient de trouver toute l'aide méthodologique, matérielle, de post-production, pourquoi pas de studio, j'aimerais créer des grands studios de la collecte de mémoire, mais bref, de pouvoir avoir de vrais lieux d'appui qui permettent de rédiger, de réaliser ces collectes. La troisième problématique qui sont de faire rencontrer les porteurs de projets, elle commence à se réaliser depuis cette année, depuis le mois de mai, avec le projet en ligne comportera des forums d'échange, mais également des séminaires, des séminaires fabriques de mémoire qui ont commencé au mois de mai ici au CNAM et qui ont lieu à peu près toutes les 6 semaines, avec des praticiens, des scientifiques, des jeunes scientifiques souvent, qui viennent présenter leurs travaux et discuter avec les praticiens. Et là, vraiment, on a, dans ces séminaires, tous les profils représentés et ont des débats qui sont riches et qui sont absolument transdisciplinaires et transpratiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, bien sûr, ces journées d'études internationales qui nous permettent de nous rencontrer pour nous réunir. Alors, la formation, je vais insister un peu plus là-dessus. Alors, elle a pour... Elle est née aussi de discussions et d'entretiens que j'ai menés avec des personnes qui avaient réalisé des projets. Alors, ce sont des particuliers qui avaient réalisé des blogs autour de lieux en Auvergne, de bourgades d'Auvergne, blogs avec des cartes postales scannées, avec des anecdotes, avec des petits films, avec des entretiens aussi menés avec des anciens, et qui progressivement étaient consultés et enrichis par les habitants de la région qui venaient apporter des précisions, poser des questions, amener une anecdote, apporter une précision parfois qui serait difficile pour un historien de vraiment pouvoir facilement réunir, comme par exemple l'histoire de certains petits artisans, de certains commerces, l'histoire des commerces, c'est vraiment quelque chose qui est assez peu mené, et qui par contre intéressait beaucoup les habitants de savoir avant tel commerce, il y avait tel commerce, et je me souviens, et il se passait telle chose, et il y avait telle pratique. Et ils se retrouvaient comme ça à un commerce qui avait été tenu par des juifs réfugiés pendant la guerre et qui avaient, à un moment donné, leur petite histoire locale avait rencontré la grande histoire. Il y avait tout un éclairage sur ce que pouvaient vivre évidemment des familles, comment elles travaillaient lorsqu'elles étaient réfugiées en Auvergne, pas loin d'ailleurs des régions où il y a les justes du Chambon-sur-Lignon. Donc c'était assez intéressant de voir comment s'élaborait cette mémoire de façon collective. Le maire de la ville et de la bourgade également intervenait. Mais le meneur de ce projet nous disait qu'il était extrêmement embêté parce qu'il se heurtait à des problèmes techniques en permanence, c'est-à-dire que tout ce qui
qui lui rendait possible son projet, c'est-à-dire le fait qu'il pouvait utiliser des blogs gratuits en ligne, le fait qu'il pouvait tourner avec des vidéos, avec des appareils assez simples et peu chers, posait des problèmes techniques et devenait finalement un poids parce qu'il n'arrivait pas complètement à pouvoir produire ce qu'il voulait produire et surtout à le maintenir et à le pérenniser. Et donc là, il y a des questions assez importantes aussi, c'est que certains projets sont menés depuis 7 ans, 10 ans, se sont enrichis progressivement d'une façon étonnante et comportent à mon avis des choses intéressantes, mais elles sont vraiment à la merci de la personne qui les fait vivre. Et lorsqu'ils arrêtent, et d'ailleurs ce blog, je viens de découvrir qu'il s'est arrêté en décembre 2015 et qu'il ne sera plus mis à jour. Donc à un moment, le porteur se lasse, passe à autre chose, il peut tomber malade, il peut mourir aussi. Et à ce moment-là, les mémoires tombent en déshérence et puis sur les blogs, elles ne vont pas durer longtemps, elles vont vite disparaître. Donc là, il y a aussi une question qui me faisait souci. Il sera conçu en 8 paliers, qui chacun est subdivisé en degrés qui sont des sous-parties, en réalité des sous-chapitres, entre 1 à 8 degrés pour chaque palier, qui eux-mêmes seront divisés en 1 à 8 pas, qui sont liés au fait que les vidéos en ligne et les ressources en ligne sur le web, il faut que ce soit assez court, parce que sinon c'est assez vite fastidieux. Et donc on essaie de découper chaque entité en entités de moins de 10 minutes, ça peut être une courte vidéo de quelques minutes, ou bien un exercice, ou bien des choses comme ça. Et donc on a ce triangle hein, où on affine progressivement nos 8 paliers de départ que je vais vous présenter. Ces paliers pédagogiques sont conçus selon, maintenant j'ai raté mon PowerPoint là pour le coup, selon au départ, une première logique qui est la logique la plus simple, la chronologie d'un projet, avant le projet, pendant le projet, après le projet. Avant le projet, on a donc des modules qui sont avant la collecte, la conception et la définition de ce projet. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut travailler pour l'histoire? Est-ce qu'on veut constituer un matériau pour l'histoire? C'est le cas souvent des archivistes. Est-ce qu'on veut créer une animation locale et faire en sorte qu'il y ait de la rencontre, de l'intergénérationnel, de l'interactivité entre des populations? Et est-ce qu'on veut brasser des gens? C'est un autre objectif. Est-ce qu'on souhaite sauvegarder une mémoire, peu importe ce qu'on va en faire, mais on ne veut pas qu'elle disparaisse? Ça peut être le cas lorsqu'on interroge les personnes âgées. Je sais que c'est important de pouvoir capter cette parole. Est-ce qu'on veut en faire une logique d'identité, c'est-à-dire montrer aux yeux du monde ce qu'on a été, ce que quelque chose a été? Ce sont des logiques diverses. Elles ne vont pas forcément nécessiter les mêmes mises en œuvre, les mêmes outils, les mêmes formes de valorisation. Donc c'est important de pouvoir avoir des guides, des aides pour élaborer tout simplement son projet qui d'ailleurs peut être mixte et comporter plusieurs objectifs. C'est également dans ce palier qu'on parlera de comment on constitue une équipe, quel matériel on doit envisager, donc quel coût peuvent avoir des projets de collecte de mémoire. Et puis également, je pense, avant la collecte, intervient la question des aspects juridiques et des documents contractuels à prévoir, parce que c'est un élément qui revient beaucoup lorsqu'on rencontre les porteurs de projets, surtout lorsqu'on filme ou qu'on enregistre. Quels sont les droits applicables et qu'est-ce que je peux faire ensuite et qu'est-ce qui risque de m'empêcher de pouvoir tout simplement diffuser ce que j'ai collecté publiquement parce que tout simplement je n'aurai pas les droits, ou bien alors je veux verser aux archives et on me refuse mes collectes parce que je n'ai pas les droits, je n'ai pas collecté les bons droits, je n'ai pas fait signer les bons contrats et je ne peux plus retrouver les personnes, ou pire, mes témoins sont morts. Ça arrive également. Pendant la collecte, on a des projets, on a des modules, dont celui de Roselyne, hein, que vous voyez d'ailleurs, vous allez voir Roselyne plusieurs fois dans ma présentation, elle est là, de 3/4 d'eau dans le 3e module. C'est le déroulement de l'entretien et la relation avec le témoin, la façon de préparer, de mener un entretien selon les objectifs et selon le statut que l'on accorde au témoin, car le témoin peut avoir des statuts très différents selon son projet, il peut être un sachant, quelqu'un qui détient un savoir, ou bien c'est quelqu'un avec lequel on mène une animation culturelle, ou bien alors c'est quelqu'un avec qui on va mener un projet pédagogique, et tout ça c'est différent. Et donc Roselyne a pris en charge donc avec ses expériences du récit de vie, ce projet-là, mais en étant ouverte également aux problématiques autres, celles des archives orales notamment, hein, j'ai vu de travailler sur ce travail-là, et à des méthodes qui peuvent être un peu en décalage avec les méthodes de récit de vie. Et puis on a un deuxième module qui est loin d'être inintéressant, un petit module tout simple qui s'appelle « Filmer avec les moyens du bord ». Parce que quand on arrive chez un témoin, que l'on va enregistrer, on peut arriver dans son appartement par exemple, ou bien alors on essaye de faire ça dans un bureau du CNAM. Et
si on n'est pas, comme c'est mon cas, hein, absolument pas quelqu'un qui est praticien du film, je ne suis pas réalisatrice, je ne filme pas, je n'ai pas de caméscope, j'ai sauté cette étape. Si on veut faire de bons entretiens filmés, il va falloir penser à beaucoup de choses. Où est-ce que je place ma caméra par rapport à la lumière? Est-ce que je prévois un local de telle taille ou de telle autre taille? Qu'est-ce que je fais avec le fond? Ça, ce sont aussi des témoignages que j'ai entendus souvent. On avait filmé, parfois par d'ailleurs des professionnels, hein, des archivistes ou des historiens qui disaient on a filmé le témoin dans un bureau, mais alors on n'a pas fait attention au fond, et du coup ça donne une impression extrêmement désordonnée, ou bien alors on perd son temps à lire les livres qui sont sur l'étagère, les titres des livres sur l'étagère du fond, ça c'est un grand classique. Et du coup, on a conçu un petit PowerPoint qui ne donne pas de conseils, mais qui montre toutes les conséquences de ces choix. Et notamment, j'ai payé ma personne puisque toutes les conséquences des choix de lumière et parfois erronés, je les ai donc subies, et donc c'est moi qui suis filmée avec la lumière qui ne met pas en valeur, parce que je n'aurais pas voulu affliger ça à qui que ce soit d'autre. Et par exemple, ça permet de voir justement ce qui se passe quand on place sa caméra d'une certaine façon par rapport à une fenêtre, hein, tout simplement. Donc ça, ce sont des choses extrêmement pratiques, mais qui peuvent rendre des services. Et puis, après la collecte, nous avons des modules également importants sur comment on documente un film qu'on a réalisé. Il y a des techniques, les techniques de fiches chronothématiques, il y a des formats documentaires qu'utilisent les archivistes pour le patrimoine, le AD par exemple. Certains sont où il y a le format de Blinkor qui permet les échanges. Ce sont des normes de description documentaire. Ça peut faire peur et parfois il ne faut pas les utiliser quand on n'a pas le temps, quand on n'est pas dans une problématique d'archivage au sens professionnel du terme. Mais néanmoins, il peut être intéressant d'aller quand même dans le sens d'un certain niveau de documentation. Et jusqu'où on s'arrête et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ce module-là a pour vocation de guider, de montrer les différentes possibilités de façon à permettre de faire des choix, qui permettront ensuite de pouvoir utiliser les images filmées en pouvant se repositionner, retrouver les contenus de ces images, de ces entretiens. Et ensuite, un palier important également, ce que l'on fait avec des archivistes, qui va commencer avec des archivistes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que des documents, des mémoires tournées deviennent des archives? Avant qu'elles deviennent de la grande histoire, déjà, est-ce qu'elles peuvent devenir des archives? Est-ce qu'on peut les présenter à un centre d'archives? Qu'est-ce qui est attendu par des services d'archives? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'il faut avoir prévu? Qu'est-ce qu'il faut avoir anticipé pour que les choses puissent se passer, qu'un partenariat puisse être mené, par exemple, avec un centre d'archives? On interroge les professionnels pour qu'ils puissent expliquer ce qu'ils attendent. Et puis enfin, après la collecte, valoriser son projet avec deux axes. Le valoriser en ligne avec des plateformes techniques. Il en existe de toutes sortes. Elles ne sont pas adaptées à tous les projets. Il y a Omeka et il y a des plateformes, vous allez en voir en début d'après-midi, qui permettent de faire des expositions en ligne. Et il y a des approches artistiques. Bon, quelles sont les plateformes disponibles? Qu'est-ce qu'on voit émerger comme technique qu'on peut utiliser? Et puis, dans un autre module, la valorisation artistique. Les artistes s'emparent avec joie depuis toujours des mémoires. Il y a des réalisations extrêmement innovantes, extrêmement étonnantes, et on fera peut-être un parcours de certains projets qui nous intéressent particulièrement et qui nous sembleront représentatifs de ce qu'on peut réaliser avec des collectes de mémoire. Là, je me tourne vers Patricia, parce que je compte sur elle. Voilà, je passe sur l'avancement, on est à la moitié du gué, hein, on a réalisé une bonne partie des tournages, il en reste encore plusieurs à faire. On est en phase de montage, Maria Chiara a beaucoup de travail, elle a beaucoup de montage à faire, avec des films parfois réalisés maladroitement, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, nous allons, j'espère, pouvoir ouvrir, il faut également développer cette plateforme, et j'espère que nous pourrons ouvrir d'ici un an. Alors je voudrais parler maintenant des questionnements qu'à la moitié du trajet, je me pose, puisque je suis aussi un chercheur, donc évidemment, en observant les choses, je me questionne. Et j'ai donc deux questions qui me taraudent maintenant depuis le début de ce projet. La première, c'est qu'est-ce que c'est que cet objet, la collecte de mémoire? Quand on parle de collecte de mémoire, on forge un objet artificiel hein, qui est fondé certainement sur ses caractéristiques les plus superficielles. Un témoin est questionné devant une caméra ou devant un magnétophone
ou bien alors des objets sont patrimonialisés, hein, sont mis dans un lieu, dans des conditions où on les considère comme un patrimoine. Mais quels sont ces témoins? Quelles sont les questions qu'ils soulèvent? Quel est le contexte dans lequel ces témoignages sont réalisés? Quel est l'objectif? Quel est le montage financier? Ici, vous avez une petite collecte que je fais très rapidement de plans que j'ai trouvés sur des projets. On voit des témoins qui parlent, qui se souviennent, qui font appel à leur mémoire. Mais on a d'un côté un projet mené par la FACEF avec un historien de l'Espagne pour la mémoire des Espagnols réfugiés en France et militants. Dans le deuxième, ce sont des collectes, un documentaire qui a été réalisé par Italiane Repe autour de la mémoire de la résistance italienne. Et on a là un autre objet qui est un documentaire. Le troisième, c'est encore un témoin de la FACEF. Nous avons en bas à droite des paysans du Briançon et d'Auvergne tournés l'un par un anthropologue, l'autre par le fameux particulier policier au puits qui animait ce blog et qui avait commencé à tourner des témoignages d'anciens qui parlaient de leur vie, de leurs souvenirs de vie. Donc on a des objets qui sont réalisés dans des contextes et par des personnes très différentes. Et puis je ne sais pas si vous reconnaissez celui qui est en bas à gauche. Vous l'avez vu peut-être? Ouais, c'est humain j'ai oublié son nom. Soufflez-moi ça. Le documentaire de Yann Arthus Bertrand, financé par la Fondation Bettencourt, qui est un documentaire qui intègre des très courtes séquences. On ne peut pas parler d'archives orales, de souvenirs, de personnes qui parlent d'elles-mêmes. Et ici, on a une dame qui a été internée dans des camps nazis, qui se souvient dans son enfance, qui livre un souvenir en 3 minutes, donc dans un format qui n'est absolument pas celui des archives orales. Dans les archives orales, c'est le long temps, c'est l'entretien qui dure longtemps. On laisse s'exprimer la personne, mais on a absolument tous les codes visuels des archives orales, c'est-à-dire le fond neutre et la personne qui parle de face, et même la thématique du souvenir de la Shoah, puisque ces mémoires filmées sont vraiment nées à ce moment-là, au moment des grands procès mémoriaux de la Shoah. Donc voilà un objet étonnant qui devient un genre télévisuel, qui devient un genre filmé et qui reflète des réalités extrêmement différentes, et ça pose vraiment des questions. Et la deuxième question, est-ce que je mène un projet sans savoir-faire, puisque je n'ai pas le savoir-faire ni sur les pratiques de collecte de mémoire, puisque je m'appuie sur toutes les personnes que je rencontre et qui acceptent de se joindre au projet et d'y participer, et qui prennent à bras-le-corps un module pour collecter, pour montrer des savoir-faire. Quelles ressources pédagogiques filmées nous allons bien pouvoir livrer? Est-ce qu'on va faire des MOOC? C'est la question, c'est très à la mode au début du projet. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un cours qui va avoir un début, un milieu, une fin, qu'on va suivre dans l'ordre avec un rythme, avec des exercices, avec pourquoi pas un certificat, hein, c'est pas exclu, on est au CNAM, on pourrait effectivement le faire. Est-ce qu'on fait un cours filmé? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un cours avec des gens et puis on filme? Ça existe également. Hein. Est-ce qu'on fait une émission de vulgarisation, vous voyez, un peu de la façon dont on voit à la télévision, où on explique ceci, cela, avec beaucoup d'animation? Est-ce qu'on fait beaucoup de médiation sur la collecte de mémoire? Ou bien est-ce qu'on va faire du reportage, du documentaire? La solution s'est dégagée progressivement. Et au début, et aujourd'hui encore c'est un peu l'approche, la réponse que j'apportais quand on me demandait quel est le style, je disais chacun fait ce qu'il sait faire. Donc moi je suis prof, je fais des cours. Les consultants donnent des conseils. Les collecteurs de mémoire font des collectes de mémoire, les spécialistes du récit de vie font du récit de vie, etc. etc. Et finalement, on a abouti, notamment avec les premiers modules tournés, celui de Roselyne est très intéressant à cet égard, donc c'est pour ça que je vais vous en montrer un petit extrait. Roselyne, elle fait une mise en abîme. Roselyne et Alex, puisque Roselyne Rofia avait travaillé avec Alex Lénier. Elle a choisi de faire une mise en abîme et de réaliser des récits de vie de personnes qui font des récits de vie. Autrement dit, on a là un travail où on demande à celui qui d'habitude collecte le témoignage et la mémoire de faire lui-même un travail de témoignage et de mémoire.
Et donc c'est très intéressant de voir cette nouvelle position. Où ici vous avez Laurence Bourgade qui est dans la salle, qui va intervenir tout à l'heure et qui donc a été la deuxième victime de Roselyne, et donc il s'est prêté au jeu de cet entretien, de ce travail. Laurence est archiviste. Rassure-toi, c'est pas la séquence que je vais montrer. Est archiviste et là cette fois on l'interroge. Elle a l'habitude de collecter les témoignages. C'est son témoignage qui est collecté par Alex et par Roselyne. Donc je vais vous montrer deux petites séquences